Voilà. Bon, bah ça y est, je crois qu'on est en direct. C'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. Alors, on va laisser peut-être les gens un peu se connecter. Bon, bien que je pense qu'il ne va pas, vu qu'on est sur le même horaire que le discours de Macron, on risque d'avoir… Enfin, c'est lui qui s'est calé sur nous, hein, parce que nous, C'est c'était ça, prévu quand exactement. même depuis longtemps. Hein. C'est ça, exactement. Nous, on était prévu depuis longtemps. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours possibilité de le revoir après derrière en replay. Donc, vous êtes… je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc, vous êtes là dans l'émission Confidence entre dirigeantes. Donc, la première web TV des femmes chefs d'entreprise. Donc, une web TV que j'ai créée. Donc, il y a déjà bien 8 mois, ouais, 8-9 mois. Et l'objectif de cette web TV Confidence entre dirigeantes est de, en tout cas, soutenir les femmes chefs d'entreprise dans leur développement, dans leur avancée d'un point de vue business et croissance personnelle, et surtout dans des moments de créer des connexions, et dans des moments comme aujourd'hui de crise économique, c'est d'autant plus important, en tout cas, de mettre à l'honneur des parcours de femmes chefs d'entreprise qui vont aussi aider d'autres femmes, les encourager, se reconnaître dans des hauts, des bas, pour avancer plus efficacement et vers, je dirais, les rêves et les visions de chacune. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Cazot-Grandpierre. Merci Chloé d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toi Chloé et bienvenue. Alors, tiens, je vois qu'il y a Nathalie qui est connectée. Tu ne nous entends pas. Pourtant, on s'entend, nous. Oui. Alors, ce que je te propose, oui, tu l'as proposé, Nathalie, c'est de passer directement sur Facebook. Tu risques de mieux, en tout cas, de mieux nous entendre. Alors, eh bien, Chloé, je suis ravie de t'accueillir. En tout cas, c'est une belle rencontre que j'ai faite, qui date d'à peine un mois, en fait, puisque tu m'as été recommandée par une personne de mon réseau, Muriel Barraud, d'ailleurs, que je remercie de cette belle rencontre. Merci Muriel. Voilà, peut-être que Muriel, tu nous écoutes, je ne sais pas. Et donc, ce soir, eh bien, on va découvrir, vous allez découvrir le parcours de Chloé, ses hauts, ses bas, ses apprentissages en tant que femme chef d'entreprise. Et puis, aussi découvrir sa vision de l'économie, de la crise, comment elle rebondit, comment elle réagit, en tout cas pour se réinventer et réagir face aux imprévus, effectivement, qu'on peut avoir et face aux incertitudes aussi d'aujourd'hui. Alors, du coup, je vais me présenter rapidement et puis ensuite, donc on va passer à l'interview et je présenterai Chloé. Donc, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, je suis créatrice de cette émission Confidence entre dirigeantes. Je suis spécialisée dans le leadership au féminin et fondatrice de la société Emmanel, qui accompagne les femmes chefs d'entreprise. Je les guide à oser être et agir en leader heureuse, grâce à la transformation neuro-émotionnelle. Souvent, on croit qu'on a des problèmes de business, on peut se sentir bloqué à un cap, mais souvent, ça vient de problèmes émotionnels. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à débloquer ces blocages et de vous réaligner, de vous réinventer autant dans votre vie que dans votre business pour vous permettre d'aller vraiment vers vos rêves et vos visions. Alors, Chloé, donc tu es dirigeante, tu as 33 ans, tu es bordelaise, tu es une grande passionnée du terroir, du vin et de la gastronomie. Tu es créatrice du blog Chloé and Wine et fondatrice et présidente de la société Chloé and Wine que tu as créée en 2013. Oui. C'est ça. Tu es guide conférencière
diplômée d'œnologie et sommelière, avec une spécialité qui est très originale et unique, saké sommelière, donc le fameux saké japonais, donc c'est vraiment ta spécialité. Oui. Tu appartiens aussi à de prestigieuses associations telles que l'Union de la sommellerie française, la commanderie de Bontemps, tu fais partie aussi de Women Do Wine et Oui. la chaîne des rôtisseurs, et tu es aussi vice-présidente de l'association des guides de Nouvelle-Aquitaine. Oui. J'ai rien oublié? C'est bon? Ça? Oui, je suis capacitaire de transport de personnes également, VTC en plus. En plus, pour transporter en tout cas, c'est particulier, ces épicuriens qui veulent visiter la région sud-ouest. Alors justement, ton activité repose sur deux grands axes. Tu proposes des parcours guidés et sur mesure haut de gamme d'une heure ou plusieurs jours pour les particuliers épicuriens, qu'ils soient français et beaucoup d'étrangers, privés ou professionnels, autour du vin, des vins, de la gastronomie et du patrimoine du sud-ouest de la France. Ouais. Tu as aussi une boutique en ligne de spiritueux japonais qui s'appelle la boutique Otsukimi, buveur de lune. Donc, si jamais je me trompe, tu me corriges. Donc, c'est une sélection pointue de saké japonais et de coffrets que tu proposes sur cette boutique. Et tu es aussi, en tout cas, enseignant, puisque tu donnes aussi des cours et des masterclass pour mieux connaître l'univers riche du saké japonais, et puis tout simplement aussi je dirais, des cours d'œnologie, puisque tu es diplômée d'œnologie. Et tu as aussi un palais incroyablement reconnu, puisque tu es dégustatrice de spiritueux japonais et tu fais partie de jurys internationaux. Oui. Alors, je voudrais vraiment mettre à l'honneur Chloé, parce que c'est une jeune femme chef d'entreprise. Elle a démarré son entreprise, elle avait 26 ans, et 7 ans plus tard, aujourd'hui, elle en a 33, si je me trompe, c'est à peu près ça. Et la première question que j'ai envie de te poser, Chloé, d'où te vient cette passion incroyable du terroir, de la gastronomie, du vin, du luxe? D'où ça te vient, cette passion? Ça me vient de mes racines, en fait. Et les racines, c'est la famille. Donc, une famille d'épicuriens, un grand-père, notamment maternel, bien ancré, les deux pieds dans le terroir, entre le Pays Basque, le Béarn et les Landes. D'accord. Véritable amoureux, voilà, de la gastronomie locale, du patrimoine culinaire français et du vin. Et donc, on a toujours bien mangé, bien bu, avec modération, à table. Et donc, c'est comme ça, voilà, que m'est venue un petit peu cette passion du terroir et de l'authenticité, vraiment, ouais. Et mes parents aussi, voilà, sont également des épicuriens, aiment beaucoup la culture, aiment apprendre, aiment découvrir, voyager. Et donc, ils m'ont transmis ce virus. D'accord. Donc, Et parce que s'intéresser au saké, à ces vins, à ces spiritueux japonais, c'est quelque chose de particulier et d'unique. Comment t'es arrivé à t'intéresser à cette spécificité, enfin, par rapport à je dirais, ton histoire? Est-ce que voilà, il y a un lien qui fait que tu aurais pu être au contact un peu de cette culture? Oui, en fait, j'ai vécu 12 ans à Tahiti, en Polynésie française. Il y a une D'accord. un très fort pourcentage de la population qui est d'origine chinoise. Donc j'ai toujours voilà, baigné dans un melting pot avec quand même une partie voilà, de la culture chinoise. Alors, le saké japonais, c'est un vin de riz euh, japonais, comme son nom l'indique. Donc, c'est pas chinois, mais du moins, il y avait déjà une appétence pour l'Asie. Et puis,
J'ai toujours eu beaucoup d'amis japonais. Ma mère a travaillé aussi dans une boutique d'art japonais. Je suis, je pense, de la génération Club Dorothée aussi, donc l'animation japonaise, on est passé par là. Euh, quand j'étais à Bordeaux, je suis allée à Vinexpo Mhm. il y a quelques temps maintenant, il doit y avoir 7 ou 8 ans, et j'ai fait une masterclass en fait sur le saké japonais parce que je pensais que c'était un alcool horrible, fort, dans lequel on nous servait dans des petits verres avec une femme nue au fond. Et je me suis rendu compte que pas du tout, ce n'était pas un spiritueux, que ça titrait dans les 15% d'alcool et que c'était aussi complexe que le vin et qu'on pouvait faire énormément d'accords. Donc j'ai décidé voilà, ayant déjà une appétence forte pour le Japon, d'en savoir plus par curiosité et puis petit à petit, ben, ça s'est transformé aussi en business. Ok, et en vraie expertise. Bon, Ouais. en tout cas, bravo à toi parce que c'est unique. Hein. Vous êtes combien en France à être sommelier dans ce domaine du saké? En France, je ne sais pas exactement, mais on n'est que 3 éducateurs, en tout cas, de la Sake Sommelier Association qui est basée à Londres, et je suis la seule femme. Ah, alors Ouais. tiens, justement, par rapport à ça, tu es une grande épicurienne. Tu Oui. aimes manger, boire, expérimenter en tout cas des nouvelles choses, hein, mais tu ne l'as pas toujours accepté complètement. Mm. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que finalement tu ne l'as pas toujours C'est purement et simplement une question de physique. J'ai toujours été plutôt ronde, on va dire. J'ai toujours eu des formes voluptueuses. Et c'est plutôt joli pour une femme aussi? exactement. Mais c'est vrai que bon, à l'adolescence, on est très voilà sur l'image, on se compare aux autres. Alors surtout quand on vit à Tahiti, qu'on est quand même, il fait quand même 30 degrés toute l'année, donc on porte pas de pull. Donc c'est vrai que les corps sont plus visibles et c'est vrai que moi je me suis toujours dit tiens non il faut pas. Enfin c'était paradoxal on va dire d'aimer manger et boire avec un physique qui n'était pas forcément longiligne, mannequin. Donc, Dans les dictats de la mode, c'est oui, ça. voilà. Et puis de notre société, bon, même si ça change quand même, hein, maintenant, on voit de plus en plus de mannequins avec différentes tailles, différentes couleurs, différentes. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que, oui, j'ai mis un peu de temps avant, on va dire, de déculpabiliser d'apprécier vraiment la gastronomie et le vin et d'en faire mon métier en me disant, bon, ben, c'est comme souvent, hein, on dit par exemple, ah, les gens qui travaillent dans l'alcool, en général, on pense tout de suite qu'ils sont alcooliques. Enfin, souvent, ça va être la blague, alors Oui, que non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pareil, les gens qui travaillent dans la gastronomie ne sont pas tous obèses et diabétiques. Donc, voilà. d'accord, ok. Donc tu as mis un petit peu de temps. Et tiens, justement, en tant que femme, comment est-ce que tu as fait ta place en partant de zéro? Parce que finalement, tes parents t'ont ouvert sur l'extérieur, à bien manger, etc. Mais ils n'avaient pas de domaine viticole, ils n'étaient pas propriétaires. Tu venais pas du tout de ce milieu-là, à part de l'aimer et d'en avoir profité, mais tu ne venais pas de ce milieu-là. Donc, en tant que femme, tu es partie déjà de zéro, puisque c'est quand même un milieu plus d'hommes. Qu'est-ce qui a été facile pour toi et qu'est-ce qui a été plus difficile finalement à faire ta place? Ce qui a été difficile, c'est l'acceptation. Voilà, en effet, je connaissais personne. En plus, j'arrivais quand même de Tahiti. Où j'avais vécu 12 ans. Mes parents y vivaient toujours. Donc j'étais quand même à 20 000 km de la maison, sans connaissances, sans amis. Et par connaissance, j'entends Sauvignon Blanc, c'était pour moi une région de France, quoi. Enfin, j'avais aucune notion vraiment de ce qu'était le vin. Je savais que j'aimais ça, mais je suis vraiment partie de zéro pour tout.
Donc, ça a été difficile de se faire accepter, on va dire, comme vraiment débutante, sans bagage, sans connaissances. Ça a été peut-être plus compliqué parce que j'étais une femme. Ça a été encore peut-être plus compliqué parce que j'étais blonde. Euh, Mais par contre, c'est vrai que je suis née à Bordeaux. Et donc ça, c'était quand même une force parce que ça sous-entendait que j'étais une locale. Voilà. Mais il a fallu percer et puis montrer qu'on avait des compétences, qu'on avait des capacités et des connaissances également. C'est ça. Et c'est vrai qu'on est dans le milieu quand même du vin, des spiritueux, donc on peut parfois avoir affaire à des hommes un peu, disons, bruts de fonderie. Et tu disais que tu pouvais non, avoir mais c'est sûr des que remarques sexistes qui nécessitent en tout cas de se muscler au rejet, à l'anti-rejet, parce que c'est vrai que quand on démarre dans cet univers, c'est quand même pas simple. bon, Prouver et faire ta place. ouais. Bon, je pense que malheureusement, beaucoup de femmes, j'ai eu des réflexions en effet sur mon physique, j'ai été sexualisée, on va dire. C'est vrai, quand on est jeune et qu'on démarre dans un milieu, on n'a pas nécessairement déjà les armes, on n'a pas non plus le recul pour vraiment peut-être comprendre et appréhender ce qui vient d'être dit. Et parfois aussi, on a la peur en se disant, bon ben, on démarre, on a quelqu'un en face qui a plus de pouvoir, une position hiérarchique plus importante, et donc on n'a pas nécessairement envie de répondre ou de se faire remarquer en ayant peur. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé dans certains de tes postes avant d'avoir lancé ta société? Parce que finalement, tu as fait tes études, tu as travaillé 3 ans et ensuite, après, tu as lancé, c'est ça? Et tu as eu plutôt ce type de remarques quand tu étais salarié que quand tu as lancé ta société ou finalement Non, pas tant quand j'étais employée parce que je suis tombée vraiment dans des bonnes sociétés, mais par contre au début enfin plutôt quand j'étais encore durant mes études Oui. et donc en fin d'études et aussi quand j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Donc là Un aussi. un truc génial, je suis arrivée au primeur dans une grande propriété. Il y avait un déjeuner, j'étais accompagnée d'un collègue masculin mais qui travaillait pour une société de négoce. Et donc les gens voilà, mangeaient, il n'y avait pas de place, on va dire, attitrée à table. Donc on s'est assis tous les deux à une table et le jeune homme, qui était jeune hein, pourtant, hein, mais bon, comme quoi, qui était à côté de moi, m'a demandé si j'étais la secrétaire du jeune homme que j'accompagnais. Voilà, je lui ai dit que non et je lui ai demandé si lui également était le secrétaire de la personne à côté de lui. Bien, bien répondu. Et voilà, mais bon, ouais, j'étais déjà entrepreneur à ce moment-là, mais bon, ça c'est voilà, c'était un préjugé ou je sais pas, ou peut-être que c'était pour me taquiner, mais bon. En tout cas, tu en as eu quelques-uns, tu en as eu quand même quelques-uns de ce type-là. Ok. Donc, tu as fondé ta société Chloé and Wine quand tu avais 26 ans. Très tôt, finalement, tu avais juste, comme je le disais tout à l'heure, travaillé 3 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à sauter le pas? Parce que c'est vrai que c'est jeune, c'est génial, parce que aujourd'hui, tu as 33 ans et ça fait déjà 7 ans. Mais du coup, c'est quoi qui t'a motivé vraiment pour Ben, déjà, te lancer? j'avais beaucoup d'ambition. J'avais beaucoup d'ambition et cette ambition me bloquait à trouver, on va dire, un poste comme je l'attendais. C'est-à-dire que je me présentais à des offres d'emploi et l'employeur en face de moi comprenait tout de suite qu'il manquait quelque chose, on va dire, à son poste pour me satisfaire. Et moi, de l'autre côté, je voyais bien que voilà, ça n'allait pas non plus dans le bon sens.
Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir des responsabilités, j'avais envie d'être brand ambassadeur, qui veut dire ambassadeur de marque, qui dans le Bordelais est en général dans des très grosses propriétés viticoles, donc dans des grands crus classés qui appartiennent voilà, à des groupes. Et ce sont des postes qui, en général, nécessitent quand même pas mal d'expérience et qui aussi ont la moyenne d'âge, on va dire, c'est 45 ans. Voilà. Oui, donc toi, ayant 23-24 ans, forcément. Ouais, ça collait pas. Après, ce que je pouvais comprendre, mais bon, j'avais, voilà, je me disais qu'avec la motivation, avec le travail, je pouvais quand même complètement être la bonne personne pour ce type de poste. Donc, j'avais beaucoup d'ambition et comme je ne trouvais pas de travail, on va dire, qui pouvait me satisfaire aussi au niveau salaire, hein, puisque quand on est jeune, bon, bah, on démarre forcément en bas de l'échelle. Mais bon, moi, j'ai toujours voulu aller vite, peut-être en confondant vitesse et précipitation, mais voilà. Donc, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais créer le poste qui va me convenir. Je vais être indépendante. Et peut-être que je vais pouvoir à ce moment-là aussi me rémunérer comme je le souhaite. Ok. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que tu as lancé par ta passion et par, en tout cas, toute cette ambition que tu avais et cette volonté de, quelque part, de réaliser tes rêves, quoi. Tout simplement, tu t'es accroché à tes rêves et tu es allé au bout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir, hein, être vraiment au cœur de sa passion. Et s'accrocher et rien lâcher malgré les embûches. Qu'est-ce que ta famille te disait toujours justement par rapport à ces rêves qui fait que tu n'as rien lâché parce que bah, tu étais quand même à l'autre bout, tu étais jeune, tu étais à l'autre bout de là où tu avais vécu, à 20 000 km seule. Donc, mes parents ont toujours été, ont toujours soutenu, on va dire, mes projets, ont toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais si je m'en donnais les moyens, bien évidemment, parce qu'il y a toujours eu un côté, il faut travailler pour réussir, ça tombe pas tout cuit dans l'assiette. Bon, même si ça a été un peu compliqué au début, hein, l'entrepreneuriat, forcément, hein, il y a des craintes. On se dit, tiens, son enfant se lance dans un projet qui n'est pas très stable, hein, voilà, au début et même peut-être après aussi. Donc c'est vrai que les parents d'une certaine génération ont aussi la volonté de voir leurs enfants peut-être dans un CDI. Oui, toi, voilà. tu n'es pas d'une famille d'entrepreneurs à la base en plus. Non, je venais pas d'une famille d'entrepreneurs, mais voilà, ils m'ont toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais si je m'en donnais les moyens. Donc pour moi, quelque part, tu as vécu avec cette croyance et tu as foncé. oui, oui. Et puis j'ai toujours vu mon père travailler énormément. Il était dans le privé après, hein, puisqu'il était médecin militaire et après à Tahiti, il était dans le privé, donc d'une certaine façon, il était un peu pas entrepreneur, mais presque, puisqu'il travaillait pour lui. Travailler pour lui, oui, c'est ça. Quel a été le premier événement dans ta vie qui t'a bouleversé et à la fois qui t'a donné forcément des qualités pour endosser très jeune cette posture de chef d'entreprise? En fait, c'est quoi cet événement qui t'a certainement développé des qualités Il y a eu un événement dramatique dans ma vie familiale qui a eu lieu et c'est un accident de voiture. Mon père, en fait, est devenu tétraplégique. Donc nous, on était en France en plus pendant les vacances, donc on a dû rentrer en urgence à Tahiti. Et donc, s'en est suivi pratiquement un an de rééducation entre Tahiti et la France pour tenter de récupérer ce qui était récupérable. Et donc, il a, pour montrer aussi l'exemple que j'ai eu, c'est la force de caractère d'être donc complètement tétraplégique.
Et 1 an après, de rentrer à Tahiti sur ses 2 jambes et de recommencer à travailler. Alors, certes, Ok. plus avec les capacités physiques qu'il avait, parce que bon, ça, quand la moelle est coupée, ben, elle est coupée, hein, on ne peut pas la faire repousser. Mais en tout cas, voilà, de se dire, ben non, je vais aller contre, on va dire, la destinée, contre ce que les médecins disent et tout faire pour remonter la pente. Mais c'est vrai que ça a été un événement voilà, qu'on n'a pas pu prévoir, qui est arrivé du jour au lendemain et où tout s'écroule parce que la personne qu'on a connue n'est plus la même, physiquement et aussi psychologiquement. Nous, Oui. ça nous atteint bien évidemment, ça atteint toute la famille, ça ébranle le noyau familial. Et puis, ben, tout aussi autour de la vie professionnelle de mon père avait été complètement chamboulé. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Et toi, tu avais quel âge quand cet accident est arrivé? J'avais 19 ans. Ah oui, donc c'était au moment de tes études. Oui, j'étais en 2e année de classe préparatoire aux hautes écoles commerciales. Donc, je Ah, c'est préparais mes concours. ouais, tu préparais, oui, oui. Ouais, Ok. ouais. Donc effectivement, qu'est-ce que tu disais que ça t'a donné effectivement cette force de caractère. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme autre, quelque part, comme autre qualité qui finalement t'ont servi et que te servent encore aujourd'hui, qui constituent ta personnalité et qui sont Bien, importantes dans ta vie de chef d'entreprise finalement? je pense que ça a révolutionné un petit peu. Alors, pas tout de suite, hein, il a fallu du temps aussi pour digérer tout ça, mais ça a révolutionné un peu ma philosophie de vie. Donc, je pense que d'être déterminé, d'avoir une capacité aussi d'adaptation, c'est-à-dire faire face à des événements extérieurs bien que l'on ne contrôle pas, et ben, de ne pas se laisser abattre, comme disait mon grand-père. Euh, mais, euh, mais aussi de voir la vie peut-être d'un autre côté et de foncer quand même parce que ben, demain tout peut s'arrêter. Euh, donc oui, ça m'a appris pas mal de choses. Je pense que tous les gens qui ont vécu un événement dramatique dans leur vie, que ce soit souvent dans le domaine personnel, mais aussi dans le domaine professionnel, c'est très difficile sur le moment, mais il faut réussir à transformer ça en une force. C'est ça, exactement. Donc c'est ce que tu as fait, effectivement, c'est des belles qualités qu'aujourd'hui qui doivent te servir. Tu nous raconteras tout à l'heure justement comment tu rebondis parce qu'effectivement on est dans l'imprévu. Quelle est l'autre confidence qui t'a obligé à relativiser justement juste avant le lancement de ta société en 2013 et qui t'a forgé aussi encore une fois une personnalité de gagnante cette année 2013. En tout cas, c'était juste avant que tu crées, hein, je crois. Oui, c'était Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est un concours de circonstances, on va dire, où beaucoup d'éléments dans ma vie se sont écroulés. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de santé. Et quand on dit que quand la santé va, tout va, c'est vrai. Parce que on dit ça pour le bâtiment aussi, hein. Quand le bâtiment va, tout va. Bon, pour la ouais, santé c'est aussi, hein, ouais. c'est la même chose. Hein. Le sentiment, c'est la santé, c'est le ciment de. Mais, Nos fondamentaux, c'est notre socle. Sinon, on s'écroule voilà. comme un plateau de cartes. Exactement, mais je pense que voilà, on a plusieurs, si on reste dans le domaine du bâtiment, on a, on a plusieurs, on va dire, colonnes qui soutiennent, on va dire, notre vie. Donc, on a la santé, bien sûr, qui en est une. On a le domaine professionnel, on a le domaine affectif, c'est-à-dire nos amours. Et puis, on a la famille aussi, entre autres. Et c'est vrai que quand la santé, par exemple, quand il y a un des piliers qui se déchausse, bon, on en a quand même d'autres pour soutenir. Mais quand on en a d'autres qui se déchaussent en même temps, bon, ben là, l'équilibre qu'on a, en fait, ben, est détruit. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, pour moi. J'étais dans une relation
étaient pas des meilleurs, loin de là. Ma santé donc n'allait pas très bien. J'avais repris des études à la faculté d'œnologie de Bordeaux et je réussissais pas aussi bien que ce que je voulais. Donc j'avais beaucoup de déception vis-à-vis de moi-même. Mes parents étaient toujours loin, donc voilà, c'était compliqué. Donc voilà, tout était en déséquilibre. Et c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile. Alors, c'est pas un burn-out parce que voilà, je ne me suis pas retrouvée comme j'ai certaines connaissances qui l'ont vécu et qui ont été vraiment sur le carreau. Euh, mais j'ai été voilà, ébranlée, c'est vrai, de toutes parts. Il a fallu se repositionner. Et la création de la société s'est faite quelques mois après. Et ça m'a permis d'avoir un objectif, de me concentrer, on va dire, sur ça et de pouvoir rebâtir, on va dire, des bases saines. Des bases solides. Donc, quelque part, ce projet de création t'a sorti, Oui, t'a oui, aidé à sortir de toutes ces difficultés que tu as dû gérer pendant toute cette année, à la fois familiale, hein, puisque tu m'as dit que aussi tes parents étaient loin à Tahiti, mais tu as dû prendre en charge aussi ton grand-père, c'est ça? oui. Alors ça, c'était après avoir créé ma société, c'était fin 2013, où en Oui, d'accord. effet, là encore un autre, bon là aussi, hein, on pouvait pas prévoir, Un mais autre imprévu que tu as dû voilà. gérer Ouais, toute et donc seule. je suis devenue la tutrice en fait de mon grand-père jusqu'à son décès en 2014. Donc malheureusement, j'ai pas été sa tutrice pendant très longtemps. Mais oui, ça a été aussi autre chose, mais j'ai jamais vécu ça comme un fardeau. Euh, j'ai eu plaisir, on va dire, à le faire, même si ça a été très difficile, hein, parce que bon, entre trouver un EHPAD, entre le rapatrier sur Bordeaux, entre monter des dossiers voilà, pour la tutelle, pour autre Administratif, chose. c'est compliqué. Mais bon, j'étais quand même en lien, bien évidemment, avec mes parents pour ça. Mais c'est vrai que ça a été voilà, quelque chose d'assez difficile, mais enrichissant aussi d'un point de vue humain quand même. Hein. Donc, mais bon, j'avoue que je regarde maintenant d'un œil différent les gens qui sont tuteurs en plus et qui en font leur métier, hein, parce que ça existe. Je Bien dis, c'est sûr. quand même, voilà, c'est chapeau. Ouais, c'est ça. Mm. Exactement. Et en même temps, tu lançais ta société à ce moment-là. Quel apprentissage t'as fait de tous ces événements finalement? Pareil, hein, je pense que quand on se prend des coups, puisque ce sont des coups d'une certaine façon, on se forge, on va dire, une carapace. Et après, bon, ben, des petits coups, ça devient anodin, on va dire, ça devient, enfin, c'est pas important du tout. Donc, mais on relativise pardon, beaucoup après ça, et on continue surtout son chemin. Euh, on se concentre sur encore plus peut-être Mhm. sur ce qu'on considère comme essentiel et sur ses rêves pour vraiment les réaliser. C'est ça. Et justement, donc au démarrage, pendant les 4 premières années, tu as été seule aux commandes Mm. euh, de ta société. Tu as vécu de belles aventures. Quelles ont été ces victoires sur ces 4 premières années? Enfin, comment s'est passé voilà, le démarrage, le lancement? Et puis 4 ans, bah, c'est déjà, voilà, c'est déjà, les 4 premières années sont déjà solides. Oui, oui, non, bon, c'est vrai que le début, ça a pas été facile, hein, forcément. Il faut remonter les manches et puis y aller. Et puis quand on est voilà, dans une entreprise, il faut aussi tout savoir faire, ou du moins essayer de tout savoir faire. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris aussi
même si des fois je le pressentais sur certaines choses que je n'appréciais pas, ou au contraire sur d'autres que voilà, j'appréciais beaucoup et dans lesquelles j'étais douée. Après, il y a eu voilà, de très belles rencontres, surtout durant ces 4 premières années. Des rencontres vraiment qui ont eu un impact fort et qui ont participé au développement de la société et aussi au renforcement de mes attentes ou de mes souhaits pour l'évolution de la société. Donc, il y a eu énormément de choses. Je pense que sur les 4 années, il y a eu une vraie évolution. Peut-être le fait aussi d'être plus précis dans ce qu'on veut. On m'avait dit un jour que j'avais le syndrome de Ganesh. Le syndrome de Ganesh parce que qui a plusieurs bras, hein, qui fait plein de choses et qui au final ne se concentre pas. Et donc voilà, j'ai été dans ce process en fait pendant 4 ans de Ganesh à essayer de trouver vraiment dans quoi, qu'est-ce que je pouvais faire vraiment là où j'étais la meilleure, on va dire. Te mettre dans ton génie et ne pas te Ouais. disperser. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as découvert au fur et à mesure voilà, d'avoir testé plein de choses Bah, c'est ce qui après, t'as recentré sur quoi précisément? ça m'a vraiment recentré sur 2 activités principales, donc le no-tourisme d'un côté et l'autre activité qui était autour du saké japonais. Voilà. Même si encore aujourd'hui, et tu l'as dit en introduction, je fais encore beaucoup de choses dans ces 2 domaines. Bah oui. Parce que voilà, j'ai une appétence pour ça et des fois, dès qu'on me propose un projet, j'y vais parce que ça me plaît. Donc, je réfléchis pas forcément tout le temps. Mais j'essaye quand même voilà, de préciser. Et c'est ce process voilà, qui a eu lieu pendant ces 4 années pour arriver vraiment à la construction de 2 entités solides qui sont indépendantes l'une de l'autre, mais qui vivent, qui cohabitent ensemble. Oui, parce qu'en fait, c'est 2 sujets qui se relient Mm. par le vin, les spiritueux, enfin la gastronomie, le terroir, mais c'est comme si tu avais 2 sociétés, puisque c'est Oui. 2 projets complètement différents. Et justement, donc aujourd'hui, bon, ta société a 7 ans, comment tu gères tous ces projets-là? Je suis Comment tu bipolaire. arrives à gérer ces projets-là avec efficacité et si et je dirais et ton cœur, si tu devais choisir un jour un des 2 axes. C'est difficile comme question. Hein. Eh oui, parce que c'est carrément 2 sociétés, donc Ouais, je sais pas. Alors, j'ai de la chance parce que c'est vrai que le no-tourisme, ça reste quand même une activité saisonnière qui va démarrer, on va dire, en mars-avril et qui va se terminer en général en octobre-novembre. Et le saké japonais, ça démarre plutôt en octobre-novembre et ça se termine en mars-avril. ah oui, donc du coup, ça prend le relais, c'est parfait, c'est merveilleux. Même si bien évidemment, je fais quand même de l'onotourisme ou du guidage pendant la saison hivernale et je vends quand même du saké et fais des cours pendant la période estivale. Bon. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça reste comme le fort, on va dire, de l'activité reste quand même saisonnier pour les Oui, deux. c'est ça. Mais oui, après, c'est vrai qu'il faut une organisation quand même carrée. Euh, et puis après, oui, j'arrive à trouver l'équilibre entre les deux, on va dire, les 2 activités. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu, oui, euh, c'est quoi? C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un peu Oui, ça. c'est ça, voilà. Je Je suis sais plus guide comment pendant la tu dis. journée et
Et le soir, je me transforme en saké sommelière pour faire des événements dans des restaurants autour du saké. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Et quand tu n'es pas à la radio en train de faire une émission ou quand tu n'es pas en train de faire des dégustations Ouais, et ouais. pour des concours, Euh, j'ai quand même une vie personnelle. oui, alors comment fais-tu pour gérer, équilibrer avec ta vie personnelle tout ça? Ça s'imbrique vraiment, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour moi quand je rentre à la maison d'enlever, on va dire, mon habit de sommelière ou voilà, de guide conférencière parce que ça fait partie de moi intégralement et c'est pas comme une lampe où on peut appuyer sur un bouton pour l'éteindre. Voilà. Ça. Après, Tout le temps. Après, j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui est compréhensif et qui, lui aussi, est un gastronome et aime le vin. Donc, ça lui arrive de participer à des événements que je réalise ou de m'aider. Euh, mais c'est vrai que bon, voilà, il y a un équilibre, on va dire, qui s'est fait petit à petit, naturellement. Et puis bon, il est là aussi pour tirer la sonnette d'alarme aussi, des fois en disant, bon, les téléphones, merci, tu le poses C'est et tu te ça. concentres sur autre chose. Tu coupes, tu coupes. Bon, Exactement. tu vas nous en parler après. Je sais que dans ta société, il y a, c'est à peu près, il y a enfin, c'est assez récent en fait. Tu as pris une décision importante qui t'a failli faire perdre ta société. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je pense que ça peut intéresser aussi Ouais. nos femmes chefs d'entreprise qui nous regardent, parce que c'est tout à fait le genre de difficultés Hmm. qu'on est souvent amené à rencontrer. Oui. Oui, autant on a parlé peut-être de difficultés, on va dire, de coups de bâton, on va dire, personnels. Mais là, je me suis infligé un coup de bâton professionnel, là, avec une mauvaise décision, en fait. J'ai décidé, en fait, de m'associer. J'avais donc rencontré quelqu'un avec qui j'avais travaillé en dehors de ma société, qui me paraissait tout à fait cohérente, qui voilà, avait les mêmes rêves, on va dire, que moi, mais dans des domaines, euh, pas dans le même domaine, mais dans un domaine d'activité en parallèle, on va dire. Mhm. Il était complètement cohérent, hein, avec mon activité. Et donc, nous avons décidé de nous associer. Cette personne est rentrée par une augmentation de capital dans ma société. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a, pour quelle raison en fait tu as voulu faire prendre un associé, faire rentrer quelqu'un au capital? En fait, c'est quoi qui avait motivé ta décision? Puisque finalement, Ça ta marche. société roulait avec différents partenaires, prestataires, toi aux commandes. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision? En tout cas, elle était motivée par quoi? Alors, il y avait plusieurs choses. La première chose, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais vraiment envie, on va dire, de faire quelque chose d'important. Donc, j'avais envie que ma société prenne de l'ampleur et je considérais que l'association était un moyen d'y arriver. La deuxième chose, c'était aussi pour avoir quelqu'un, pour en tout cas s'entraider au sein de la société, pour pas avoir à prendre peut-être des décisions importantes seul, mais en tout cas en cohésion. Hein. Et la troisième raison qui m'a fait choisir cette option-là, c'était que j'allais me marier, qu'avec mon mari, on souhaitait fonder une famille et que j'avais des difficultés à comprendre comment ma vie professionnelle, qui était si
si intense, C'est ça. pouvait, on va dire, s'imbriquer dans une potentielle vie de famille et en particulier la maternité. Voilà. Et donc, je me disais que de m'associer, ça pouvait permettre à la société de perdurer alors que j'étais dans des couches culottes. C'est ça. Voilà. Et les biberons. C'est ça. Tu Voilà. t'es dit, bon, il me faut un associé pour ouvrir, en tout cas pour avoir plus de souplesse. Exactement. Ouais. Mm. Erreur. Et qu'est-ce qui a été compliqué en fait dans cette association? Ce qui a été compliqué, et je pense que ça, peut-être qu'il y a d'autres chefs d'entreprise qui ont connu ça, c'est que la loi française protège très bien les associés minoritaires d'associés majoritaires abusifs. Mais par contre, la loi française ne protège pas les associés majoritaires d'un associé minoritaire abusif, à moins que la société ne se porte pas bien, ce qui n'était pas le cas. Et Que donc, toi, il allait bien, pas de problème de trésorerie, tout allait bien. voilà. Et donc, en fait, assez rapidement dans le process de l'association, donc ça y est, on était associés, hein, eh bien, je me suis rendu compte que mon associé m'envoyait des signaux, alors pas de fumée, mais enfin par email surtout, ou quand on se voyait bien évidemment, qu'elle avait très peur en fait de l'entrepreneuriat. Voilà, il fallait pas faire de dépenses, alors que bon, on sait très bien qu'une société, on fait des dépenses, mais on fait rentrer de l'argent aussi pour couvrir ces dépenses, et même au-delà. Il y a beaucoup de peur en fait Voilà, beaucoup de de la peur, part de de, l'associé, ça tirait la société vers le bas plutôt que ça la tirait vers le haut, ouais, c'est ça? beaucoup des peurs et aussi surtout des angoisses Mhm. qui bloquaient en fait tout processus de décision. Et oui, donc du coup, tu avançais moins vite à deux que tu avançais seul. J'avançais pas du tout même. Voilà. Ah oui, tu étais Donc, complètement bloqué. voilà. Après, c'était pas du tout une question sur voilà, qu'on ne s'entendait pas d'un point de vue amical, mais c'est vraiment d'un point de vue purement business où je voyais bien que ça matchait pas, qu'on n'avait pas la même vision, qu'on n'avait pas Et oui, voilà, déjà, la même niaque aussi peut-être. Et donc j'ai demandé à ce qu'on se désassocie. Et là, s'en est suivi un long périple semé d'embûches qui a pratiquement duré 2 ans ah oui. de procédures en fait entre avocats interposés bien évidemment euh, pour réussir en fait à me désassocier et à ce qu'elle quitte la société. Mais comme tu l'as dit, on a failli j'ai failli tout perdre parce que la seule solution qui s'offrait à moi, enfin, c'était soit on trouvait un accord, mais le discours, le dialogue était complètement impossible avec mon associé, malgré beaucoup d'efforts de ma part, enfin en tout cas bon, c'est mon point de vue, euh, ou c'était la dissolution de la société. Eh oui, donc dommage d'en arriver là Voilà. quand bah, quelque part c'est ton bébé que tu as monté de Ouais. zéro Oui, oui, donc il y et avait qui fonctionne bien et qui fonctionne bien et qui est rentable et qui se développe. voilà. Mais bon, c'est vrai que oui, ça voulait dire la perte des marques, la vente voilà, du matériel, la mise en place en effet d'un liquidateur parce que ben, comme les deux associés ne s'entendaient pas et que mon associé voulait clairement me nuire d'une certaine façon, donc il était hors de question qu'elle accepte euh, quoi que ce soit venant de ma part. Donc ça a fait des frais, enfin il y avait des frais aussi qui étaient très importants. Comment tu l'as vécu émotionnellement cette période finalement de 2 ans de procédure? Très mal. Très mal. Je l'ai vécu très mal parce qu'il y avait une véritable incompréhension de ma part sur les motifs de mon associé. Même si, bon, je comprenais bien qu'il y avait, que c'était personnel.
Alors, je comprenais tout à fait que ça ne fait jamais plaisir quand on dit à quelqu'un, bon ben voilà, je pense que on s'est trompé, on travaille pas bien ensemble. Mais voilà, je lui avais proposé de reprendre ses billes, de monter elle sa société où elle pouvait voilà faire ce qu'elle voulait. Euh, et, euh, et on pouvait ainsi travailler dans nos sociétés séparées. Après, je sais qu'elle ne voulait pas aussi signer parce que je voulais une clause de non-concurrence sur le saké japonais, qui était une activité que j'avais initiée. Euh, et elle considérait que je ne lui faisais ainsi pas confiance si je lui demandais en fait de signer cette clause. Enfin, je pense que Oui, il y avait une histoire d'ego, il y avait une histoire d'ego derrière tout ça. oui, À un moment donné, c'est qu'on est comme dans un divorce compliqué. c'est exactement ça. C'est un divorce. C'est un vrai divorce. Il faut, voilà, on fait un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière. Et puis après, j'avoue hein, que moi aussi, de mon côté, il y a des moments où j'en avais ras-le-bol. Hein. Je me suis dit, bon, bah, elle veut pas quitter la société, elle y reste. Et puis voilà. Hein. Mais bon, c'était pas la bonne solution. Ouais. Comment tu relis finalement ces difficultés euh, qu'on peut tous rencontrer avec un associé hein, ou même un collaborateur? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'ai appris quand même beaucoup de choses sur moi-même, mais aussi sur ma capacité à encaisser et à ne pas pouvoir aussi ben, tout maîtriser, hein, parce que quand on a quelqu'un en face qui dit non alors que ben, on a envie de dire oui, bon, on ne peut pas forcer cette personne voilà, à changer d'avis si elle n'en a pas envie. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un moment difficile, ça a mis à rude épreuve les gens qui ont été autour de moi parce que forcément ça me touchait personnellement et professionnellement. Après, ça m'a appris voilà, à parler avec des avocats, à parler avec des huissiers, à faire des courriers au cordeau, à faire aussi très attention ben, aujourd'hui, hein, peut-être au ressenti qu'on a vis-à-vis des gens. Parce que c'est vrai que la première fois que j'avais rencontré cette personne, j'avais pas eu un feeling, on va dire, où je me suis dit ah ça y est quoi, c'est là, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin non, j'avais pas eu ce feeling. Donc apprendre aussi peut-être à m'écouter plus. Ouais, Après, c'est à faire confiance à ton intuition, oui oui. à Après voilà, l'écouter. j'ai rien contre cette personne. Ça n'a pas marché comme ça aurait pu marcher. Ça a été une perte de temps, une perte d'argent. Euh, et oui, ça a été difficile. Énervé. Donc, Aujourd'hui, en fait, ouais, tu dis aujourd'hui, j'en suis débarrassée. et, euh, et je trouve que oui, ça a été d'autant plus jouissif, on va dire. C'est carrément le terme hein, parce que le jour tu où as repris ton pouvoir et ta liberté, en ouais, fait. Parce que tu as oui, failli perdre la société quand même. Donc, ouais. Ouais, ouais, non, non, ça ça c'est s'est passé. joué à pas grand-chose. Ah oui, oui, non, parce que le jour où on décidait de la dissolution, c'était le jour de la dernière chance, quoi. Voilà, elle a accepté. On a pu parler peut-être plus sereinement que pendant les 2 dernières années. Donc, on est arrivé en effet à un accord. Donc, Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ben, les associés, à un moment donné, ce qui est important, c'est bien de valider en amont qu'on est bien sur la même vision, les mêmes valeurs. Et, euh, et puis surtout, de bien se poser la question, est-ce que c'est pas une béquille que je vais chercher? Puisque bon, bah, au final, ta raison principale, hein, c'était de retrouver de trouver un équilibre au niveau familial au moment où, où ta famille allait s'agrandir avec l'arrivée d'un bébé et de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un. Et finalement, tu en as peut-être oublié l'intuition que tu avais, que ce n'était pas la bonne personne, mais effectivement, comme elle venait combler tous tes besoins de ce côté-là, tu en as oublié finalement l'essentiel.
et effectivement, écouter son intuition dans toute décision et lui faire confiance. Souvent, on ne sait pas pourquoi, mais c'est important d'écouter cette première petite voix Oui, qui finalement nous guide. ouais. Quand on ne la suit pas, souvent, voilà ce qui arrive. Non, je pense que si je peux donner un conseil aux chefs d'entreprise qui souhaitent s'associer, c'est en effet de se poser les bonnes questions, en effet de pourquoi je veux m'associer et comment en fait, quel est le but de cette association et comment y arriver concrètement à ce but. Et peut-être d'essayer de travailler dans des sociétés séparées d'abord pendant un certain temps, de voir comment ça se passe, d'appréhender, on va dire, l'un et l'autre, et avant de vraiment sauter le pas, parce que ça peut être son meilleur ami, ça peut être son frère, ça peut être sa sœur, ou ça peut être un inconnu, et ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer, et en général, quand ça se passe mal, ça se passe vraiment mal, et c'est très compliqué d'en sortir. C'est ça. Et souvent, on dit dans les associations, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, mais mon associé, si jamais il s'en va, finalement, la société, elle tourne quand même. Et il n'est pas indispensable. Parce qu'à partir du moment où il nous devient indispensable, c'est là où on va prendre les mauvaises décisions. Parce que du coup, on tombe dans les peurs. Si, il n'est pas, s'il n'est pas là, ça s'écroule. Alors qu'en fait, s'il n'est pas là, ça continue quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où Oui. on croit, même des collaborateurs, que ces personnes sont vraiment indispensables et qu'on croit qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, c'est là où on commence à prendre des mauvaises décisions. Ouais. Moi, c'est vrai que clairement, mon associée est rentrée dans la société en fin 2017. Elle en est sortie fin 2019. Et l'année 2019, j'ai fait plus 40% de chiffre d'affaires. Et oui, Comme donc quoi, je quand n'avais pas besoin d'une associée et peut-être qu'elle m'a boosté aussi. J'en avais tellement ras-le-bol que je bossais comme une folle pour réussir. Donc, quel cadeau caché, en fait, tu as derrière cette association, cet échec d'association, en fait, tu as découvert. Quel a été le cadeau caché pour toi? Qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'on ne peut pas tout contrôler, Oui, encore une fois. encore une fois. Et que même si on est au fond du trou, on peut donner quand même un coup de pied pour remonter, on va dire, à la surface. Il ne faut pas se laisser abattre. Mais bon, ça c'est le mental. Bien sûr. C'est facile à dire qu'à faire, mais Ok. Et puis, tu me disais aussi que tu avais la croyance que l'associé était la meilleure solution pour développer sa société et aussi pour se libérer du temps. Et au final, aujourd'hui, est-ce que tu crois la même chose? En tout cas, c'était une croyance. Oui, non, je pense différemment, c'est sûr. Après, je suis pas contre une association, mais plus en tout cas dans ma société. Je préférerais dépenser de l'argent pour créer une société, une nouvelle société et m'associer dedans. Mais après, en effet, oui, je pense que c'est peut-être mieux de s'entourer de gens, de collaborateurs qui ont leur propre société, leur propre force et de travailler, on va dire, conjointement plutôt que, en effet, de s'empêtrer, enfin de prendre le risque surtout, parce que c'est une appétence aussi au risque qu'on a ou pas dans une association. Bien sûr. Prendre le risque, en effet, de s'empêtrer. Après, voilà, c'est le coup de poker, une association. Oui, complètement. En tout cas, c'est intéressant aussi de se dire quand on s'attire des événements comme ça, parce que quelque part,
on a certainement quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'à un moment donné, on va s'attirer ces personnes-là pour que ça ne fonctionne pas. Et dans ce que tu as pu recevoir dans l'enfance comme croyance, est-ce qu'il y a des choses qui, quelque part, font que tu ne les avais pas dépassées encore et peut-être que tu t'es attiré ces difficultés pour pouvoir progresser et quelque part avancer en termes de croyances ou Non, je pense non, pas. Parce que, par exemple, pour l'association, mon père a été associé et ça s'est très mal passé également avec son associé. Donc ça aurait pu me refroidir, mais non. Je me suis quand même associée. Et moi aussi, ça s'est mal passé. Et ça, c'est intéressant parce que ton papa, ça s'est mal passé. Donc, tu avais en toi, en tout cas, dans tes cellules, association égale difficulté, mais tu l'as quand même fait et finalement, tu as reproduit. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a été complexe. Un schéma. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a un schéma qui s'est reproduit. C'est Et ça. ah oui, 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 c'est intéressant. Parce que forcément aussi, tu m'as parlé voilà, de ton papa, il faut cravacher pour réussir, c'est dur et j'imagine que tu as dû en entendre aussi par rapport aux associés. Et tu vois, je suis en train de faire le lien avec moi aussi, ce que j'ai pu vivre, tu vois, parce que tu me parlais de ton papa qui était médecin, mais le mien était médecin aussi. Et il avait une association aussi qui n'avait pas fonctionné, quoi. Et toute la journée, toute la vie, il s'est plaint de son associé jusqu'à un moment donné avoir, avoir décidé de vendre son cabinet et de recréer un autre cabinet dans une ville, une demi-heure plus loin. Mais, et c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai reproduit le même schéma et je me suis pris les pieds dedans aussi. Donc, c'est intéressant, tu vois, je suis en train de connecter entre, tu vois, je te fais connecter avec ton papa et je suis en train de connecter avec le mien et Ça. aussi des problèmes d'associés où il se plaignait tout le temps. Ouais. Et travailler, c'est dur, c'est compliqué. Enfin bon, voilà. Et Travail, ouais. ouais, ouais, c'est intéressant parce que du coup, en même temps que tu dis ça, je connecte avec ma propre histoire aussi d'association. Donc, je pense que peut-être vous, mesdames, vous pouvez aussi connecter, faire des liens. De toute façon, ça a toujours un lien, parfois inconscient. La preuve, je n'avais pas du tout relié. Je te remercie, Chloé, de cette prise de conscience voilà, qui arrive de mon côté. Voilà. Donc, aujourd'hui, de quoi tu rêves pour Chloé and Wine? Je Quels rêve. sont quels sont tes rêves pour, pour ta société? Déjà, Maintenant que tu es libérée. ouais, maintenant que je suis libérée, délivrée, j'espère que la société va perdurer, qu'elle va bien sûr se consolider. Je pense que peut-être tout entrepreneur rêve aussi que sa société reste quand l'entrepreneur partira. Donc, quelque chose vraiment sur long terme. Après, je n'ai pas nécessairement le rêve d'avoir une multinationale ou voilà, je préfère, puisque mon credo c'est quand même l'authenticité, mais Oui, c'est voilà, je préfère avoir une entreprise voilà, à taille humaine, mais qui propose voilà, toujours des services de grande qualité avec des partenaires, des collaborateurs qui soient extrêmement précis, extrêmement experts, on va dire, dans leur domaine. Et je pense qu'une des choses les plus importantes, ça serait de trouver des gens qui aiment véritablement l'humain, puisque c'est au cœur de l'onotourisme. Et voilà, on dit, c'est vrai souvent, hein, on peut vendre du vin comme on vend des chaussures. Mais bon, si vous me vendez la chaussure avec autant de passion que moi je vends le vin, à ce moment-là, je vous embaucherai. Et, exactement. et puis pour Otsukimi, pour le côté saké japonais, bien j'espère voilà, que ça va devenir aussi une référence en France pour voilà, le saké japonais, que ça va peut-être grossir un petit peu et que surtout je sois reconnue comme une vraie
pour mon expertise, on va dire, et la qualité de mes dégustations autour de ce magnifique produit. Ok, et donc en tout cas de beaux projets en perspective. Mm. Et qu'est-ce qui pourrait freiner en fait ton ambition? Quelles pourraient être tes propres peurs et limites pour aller justement vers ces rêves-là et pouvoir développer tout en restant à taille humaine comme tu le souhaites? Qu'est-ce qui pourrait freiner ton ambition et puis peut-être aussi ce qui se passe en ce moment, hein? Oui, oui, bien sûr. Bon, ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que, bon, là aussi, hein, c'était pas prévu. Ça met toutes les sociétés, on va dire, dans des positions compliquées. Enfin, ça dépend quand même des domaines d'activité. Euh, je pense que peut-être ce qui peut manquer, on va dire, ça va être bon, l'expérience, ça c'est sûr, hein, on l'a dit, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai donc personne autour de moi qui peut voilà, me coacher, on va dire, ou être un mentor. Mmh. Et c'est ce que je suis un petit peu en recherche de ça actuellement, voilà, de voir comment une société qui a démarré, à un moment donné, pim, bascule dans un truc qui marche vachement bien, qui roule vraiment bien et peut embaucher, donc voilà, monter d'un cran. Donc ça, c'est, voilà, je pense de l'apprentissage, aussi des rencontres pour échanger avec d'autres chefs d'entreprise, travailler Exactement. aussi ouais, sur Et des puis, peurs qu'on a. Hein, et ça vient aussi beaucoup de l'interne et de s'autoriser c'est ça. effectivement à monter des marches. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? C'est des peurs, c'est des blocages conscients ou même inconscients et qui nous auto-sabotent. Et Mm, à un moment donné, ce qui fait qu'on ne passe pas le cap supérieur, c'est nous qui nous mettons nos propres limites. Donc effectivement, ça nécessite d'être accompagné, ça c'est essentiel pour pouvoir passer ces caps et puis se les attirer aussi et s'attirer les belles rencontres et les bonnes rencontres. Donc tu as complètement raison. À un moment donné, ça va être essentiel. Un chef d'entreprise a besoin d'être accompagné sur tous les points business, transformation émotionnelle, c'est hyper important. Donc tu as oui, bien mis le doigt dessus. ouais. Oui, oui, non, et puis je pense que on a certes, je pense en chef d'entreprise, on est entouré, voilà, on a un expert comptable, juriste, etc. Mais je pense que rien ne vaut peut-être voilà, la discussion entre chefs d'entreprise, de se dire ben, comment voilà, les hauts, les bas, les difficultés, vers quoi il faut appuyer, C'est voilà, et puis ça. après, de toute façon, on est décideur, donc on peut nous donner des conseils, mais c'est à nous de les suivre ou pas. Mais en tout cas, de pouvoir échanger en bonne intelligence. Ouais, c'est ça, dans cette connexion. Mm. D'où l'intérêt, effectivement, de connecter entre femmes chefs d'entreprise et même aussi avec des hommes chefs d'entreprise. C'est hyper important. On est plus fort à plusieurs que seul. Quelle est ta vision pour 2021 Bon, dans le contexte actuel économique? Comment, quelque part, comment tu te prépares? Comment tu es en train de te préparer mm. à changer, à dépasser effectivement les freins, parce que tu es dans un secteur, pour une partie de ton activité, qui est quand même le no-tourisme pas mal freiné. Oui, à l'arrêt. Hein. Ouais, ouais. On vient à l'arrêt, comme Ouais. tu dis. Pour, pour le saké japonais, bon, déjà, le fait d'avoir de la vente à distance, ça, c'est vraiment intéressant, puisqu'on a vu quand même que ça s'était beaucoup développé ben, durant le confinement, forcément. Donc ça, c'est une force. Au Tsukimi, il y a beaucoup de projets voilà, avec des Zooms, avec des événements même en présentiel, mais dans le respect des gestes barrières, en petit comité, etc. Donc pour le saké japonais, on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'arrêt. Les cours voilà, reprennent petit à petit. Donc pour 2021, ça va être, je pense, une jolie année pour le saké japonais.
avec des opportunités aussi qui se créent, de l'entraide aussi parfois. Et je remercie ceux qui m'ont fait des propositions voilà, de partenariat et de projets qu'on n'aurait peut-être pas fait si voilà, c'était pas aussi compliqué actuellement. Par contre, pour le tourisme, je suis un petit peu plus perplexe, même si j'ai quand même un tempérament plutôt optimiste. Mais c'est vrai que, bon, on pensait que ça allait reprendre cet été, j'y croyais pas trop. On disait ça va reprendre en septembre-octobre avec les vendanges, j'y croyais pas trop parce que bon, j'ai une clientèle qui est 100% étrangère et elle a 95% américaine. Avec les élections actuellement, bon, les Américains n'allaient pas sortir du pays, ça c'est sûr. Pour 2021, je pense que côté tourisme, ça va pas vraiment repartir avant le milieu de l'année. Ça peut repartir un peu plus vite s'il y a un vaccin qui est trouvé, qui est vraiment efficace et voilà, qui fait l'unanimité. Mais voilà, 2021-2022 côté tourisme, ça va être quand même compliqué. Après, se réinventer côté tourisme, c'est difficile. Hein. On a beaucoup dit, voilà, le tourisme de demain, on arrête le mass tourism, on fait plutôt du green tourism, du local, mais bon, tout ça, c'est ce que je fais. Moi, je fais que du tour privé. Green, ben, on est green au maximum. On essaye, en tout cas. Local, ben oui, oui, je suis née à Bordeaux et je vis ici, donc oui, je suis locale. Après, voilà, proposer par exemple de faire des tours sur Internet, c'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement, mais c'est vrai que nous, notre métier, c'est un métier de contact, hein, guide conférencier, voilà, c'est rencontrer des gens, partager des cultures, parler des langues étrangères, voilà, transmettre en fait, c'est de la transmission. En même temps, être au contact. Donc, c'est vrai que faire des tours sur Internet, c'est un peu, ça casse un petit peu ce lien qu'on a. Donc, voilà, il y a quand même des idées. Je ne me mets pas la pression. Je sais que voilà, petit à petit, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. En tout cas, je suis prête. Je suis prête pour repartir travailler, quoi. C'est-à-dire que demain, on me dit il y a un tour. C'est bon. C'est ready, quoi. Après, c'est aussi l'opportunité à développer certainement plus la partie saké, puisque finalement, le no-tourisme aujourd'hui t'occupe beaucoup moins. Ouais. Donc, en quoi aujourd'hui tu as pu consacrer plus de temps sur cette deuxième partie de société finalement? Oui, et puis c'est vrai que c'est une niche hein, quand même, le saké japonais. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi un peu ma renommée, mon originalité. C'est que des fois, les gens voilà, ont entendu parler de moi via ce biais, alors que je suis, par exemple, en propriété pour le no-tourisme. Et il y a quand même voilà, beaucoup de choses à faire. Il y a, en effet, j'ai beaucoup plus de temps à accorder, on va dire, pour développer cette partie-là. Et puis aussi peut-être que j'ai pu me poser pour me dire, OK, quel est vraiment le but que je veux donner à Otsukimi parce que c'est vrai que c'était à la base pour de la vente et des cours. Mais maintenant, il y a un autre process. Ça a pris justement, il y a eu exactement, voilà. Donc, parce que bon, au niveau no-tourisme, c'est déjà, il y a encore des choses à faire bien sûr, mais c'est déjà voilà, de haut niveau. Là, pour Otsukimi, ça peut monter encore d'un cran et c'est en train. Voilà. Donc, ne pas abandonner, de toute façon. C'est ça. Persévérer. Et puis, si on ne trouve pas une idée, bah, c'est pas grave. On se couche et puis le lendemain, peut-être qu'on en aura 2 d'idées. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, toujours y croire et comment ça devient encore mieux que ça. C'est ça. Et puis, quand même, penser un peu à sécuriser les choses. Hein. Il ne faut pas non plus... je pense que c'est une période où les chefs d'entreprise doivent quand même faire attention.
J'ai pas non plus prévu voilà, de faire des investissements de fou. Il y a quand même, voilà, on se dit, bon, Limiter les dépenses, on gonfler va, sa trésorerie au maximum pour, en tout cas, gérer les imprévus qui pourraient nous tomber dessus, puisque bah, tant qu'on a de la trésorerie, c'est plutôt, bah, exactement. ça va, Mais on survit. Dès que ça commence à diminuer, c'est là où ça peut être vite critique et ce serait dommage. Quand tu ne travailles pas, en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu fais pour te ressourcer? Parce que tu fais énormément de choses au niveau professionnel. Comment tu te ressources? Comment tu reprends de l'énergie? Comment tu t'apaises? euh, j'ai beaucoup de petits hobbies, on va dire. Et puis souvent, quand j'ai une idée derrière la tête, bon ben j'y vais à fond. Et puis après, voilà, je passe à autre chose. Mais bon, avec mon mari, on fait beaucoup d'activités en commun. Donc on va par exemple faire de la randonnée. On aime bien la nature, on aime bien les animaux. Donc voilà, c'est un moment aussi pour s'évader, s'aérer, s'oxygéner. Et puis après, j'aime bien tout ce qui est un peu manuel. Donc j'aime bien faire des origamis, par exemple. C'est voilà, moi qui suis plutôt speed, on va dire, et toujours, on va dire, en flux tendu. Bon, ben là, avec l'origami, je suis obligée de me poser quand même pour voilà, réussir à faire mon pliage parce que sinon, ça va ressembler à rien. Donc, voilà. Et après, on aime beaucoup la gastronomie, donc de temps en C'est temps, bon? on aime bien aller se faire un bon resto ou aller chez les copains qui ont des restos, puisque en plus, en ce moment, on sait qu'ils ont besoin de soutien. Donc, C'est ça. on va chez eux masqués euh, et ils sont contents de nous voir. Ok. Ouais, c'est sûr. Ok. Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier jusqu'à présent dans ta vie de femme et ta vie de femme chef d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier et qu'est-ce qui te rend encore fier? Il y a des événements quand même majeurs, on va dire, dans ma progression, on va dire. Bon, déjà, le fait d'être partie de rien et d'avoir créé quelque chose, je trouve que c'est quand même sympa hein, d'avoir créé quelque chose. C'est Euh, ça, c'est une après, belle société que tu gères. ouais, et que ça fonctionne aussi et que c'est pu fonctionner et tourner en peu de temps aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les débuts c'est difficile, il faut un temps d'adaptation, etc. Donc moi c'est vrai que ça a été ça s'est stabilisé rapidement. Mais après, voilà, il y a eu des belles choses. L'année dernière, on m'a appelé pour participer au G7. Bon, moi, j'ai trouvé ça, voilà, ça a été un grand honneur pour moi. J'ai représenté les produits de la Nouvelle-Aquitaine et surtout les produits liquides avec un chef. Donc, grâce à la région Nouvelle-Aquitaine et puis à l'agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. Après, il y a des petits trucs qui sont bons pour l'ego, comme des petites coupures de presse. J'ai eu des articles dans Elle. Bon, alors peut-être que le next step, ça va être Le Point, mais en tout cas, Ah, Elle, déjà quand même d'avoir un article dans Elle, c'était plutôt sympa. Dans les Échos aussi, Terre de Vin, enfin dans des magazines aussi spécialisés. oui, tu t'es attiré des très belles choses. Oui, et puis il y a une espèce de reconnaissance qui forcément flatte et on se dit tiens bon bah on fait du bon travail ou on a un profil aussi particulier donc on n'est pas comme les autres on est un peu différent on est unique et donc ça c'est chouette mais bon après il y a eu voilà des belles réussites professionnelles je suis très fière de donner des cours voilà, de temps en temps. Mais là, j'étais à Vatel cet après-midi. Je serai à Ferrandi la semaine prochaine. Je vais donner un cours à Kedge aussi. Enfin, c'est des beaux établissements. Je trouve que c'est Ouais. voilà. Ah, c'est une belle reconnaissance. Oui, C'est et puis une écho démarrage de ta carrière, puisque tu n'as que 33 ans. Donc, tu as encore en tout cas, de belles perspectives pour ta société. C'est ça qui est intéressant. Il y a plein de projets
C'est ça. Effectivement, comme tu dis, la prochaine étape, monter le prochain palier, en tout cas, tu es en bonne voie. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment ton côté persévérant, la joie, la détermination avec laquelle tu mènes tous tes projets, autant ta vie de femme chef d'entreprise que ta vie de femme. Et ça, c'est en tout cas une belle leçon pour nous toutes, parce que malgré toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, tu n'as jamais rien lâché et tu es resté dans cette croyance et dans cette joie que de toute façon tu vas t'en sortir, parce que tu sais pourquoi c'est important pour toi. C'est une passion et tu n'as jamais rien lâché et tu y as cru jusqu'au bout, et ça t'a quand même bien aidé à dépasser en tout cas les tempêtes, et aujourd'hui encore, puisque c'est quand même pas simple, et par rapport à ta première activité qui est plus ou moins à l'arrêt dans le no-tourisme, c'est l'autre finalement qui prend le relais, Ouais. et avec des belles opportunités qui sont en train de se développer, et qui sait, peut-être que les chiffres d'affaires vont s'inverser, ça va prendre le relais, et au final, en tout cas, ça va prendre un développement que ça n'aurait pas pris si finalement on n'était pas en train de vivre cette crise, parce que forcément, j'ai des clientes aussi comme toi qui sont dans le tourisme et qui ont été amenées à redéployer des nouvelles activités. Et au final, ces activités qui sont en train de se lancer, quand l'autre va repartir, ça va créer une entreprise qui sera qui sera montée à un niveau dont elle n'aurait pas pu du tout imaginer avant la crise, quoi. Ce qui s'est passé avant ne sera plus jamais ce qui se passe aujourd'hui et après, quoi. Donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir, Chloé, d'échanger avec toi, de découvrir ton parcours, tous ces hauts, ces bas, ces apprentissages. Je suis sûre que ça a pu servir à plein de femmes chefs d'entreprise. Vraiment un grand merci de nous avoir partagé toute ton histoire, toute ta vision, en tout cas future, de l'économie et puis de ton entreprise et du domaine dans lequel tu travailles. En tout cas, je te souhaite une magnifique continuation et je vois que c'est plutôt bien parti. Garde ta détermination, ta joie, toute ta créativité malgré en tout cas les complexités. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une belle soirée. Et puis, on se retrouve le 4 novembre avec une nouvelle invitée. Qui viendra parler également de son parcours. Je vous transmettrai rapidement ses coordonnées et vous pourrez la découvrir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé, si on veut découvrir en tout cas le saké japonais, les coffrets, ou tout simplement quelqu'un qui pourrait être intéressé aussi par un tour, nos tourismes, se renseigner, ou des cours, ou apprendre, voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, Chloé Wines ou Otsukimi, et après les sites internet, donc www.chloéandwines.fr ou .com et www.otsukimi.fr. Mais après, de toute façon, tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. tu es partout. Partout. Tu es partout, et quand on tape ton nom sur Internet, on te retrouve aussi. Ouais. Voilà. De toute façon, nous, on rajoutera effectivement les liens sous la vidéo de cette interview. En tout cas, je te souhaite une belle soirée. Pour l'actualité, Emmanuel, eh bien, notre actualité est riche en ce moment, et nous ouvrons les inscriptions pour notre nouveau programme pour les femmes chefs d'entreprise, hein, donc le programme Leader Life au féminin qui ouvre là maintenant les inscriptions avec un 48 heures spécial immersion pour les femmes chefs d'entreprise, pour se reconnecter à elles, se ressourcer,
se réaligner et puis surtout se libérer des blocages qu'elles peuvent avoir pour monter à la prochaine étape. Et ensuite, eh bien, j'ai créé un tout nouveau programme, un séminaire sur 5 jours pour se ressourcer entre femmes chefs d'entreprise, un tout petit groupe, femmes internationales, françaises et puis de l'international également, pour pouvoir en tout cas connecter dans le business et continuer à avancer ensemble, parce que comme on le disait avec Chloé, c'est très important de travailler sur soi, mais aussi de se connecter avec d'autres femmes chefs d'entreprise pour avancer à la vitesse supérieure et même créer du business, parce que c'est souvent ce qui se passe entre les femmes et avec l'international aussi, ça permet de créer des belles synergies dont on n'avait pas pensé. Ouais. Et puis des idées, des cultures différentes, donc voilà, des brainstorming, des idées assez intéressantes qui peuvent germer de toute cette richesse et cette créativité. Donc voilà, l'idée c'est de travailler à la fois sur soi en individuel, mais aussi de connecter les unes avec les autres. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée et puis je vous dis à très vite et merci encore Chloé d'avoir Merci. été là avec nous ce soir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.